Donc avec Alexandre Mansour. Bonjour à toutes et à tous. Bon, les présentations précédentes étaient impressionnantes, je suis désolé, il n'y aura ni brebis, ni histologie. Tech. Il n'y aura rien, il n'y aura surtout rien du tout. Ah si, c'est bon. Je vais vous présenter un travail qu'a conduit un de nos internes qui s'appelle Oméry Salé, pour sa thèse de médecine assez récemment, qui est une étude de la pharmacocinétique des immunosuppresseurs sous ECMO par une étude pilote ex vivo. J'ai pas de conflit d'intérêt, j'en ai, mais pas directement en lien avec cette présentation. On va pas rentrer dans tout le détail, mais il y a pas mal de littérature qui cherche à évaluer la réponse pharmacocinétique chez les patients en réanimation et a fortiori en sous-ECMO. On voyait bien que quand c'est des schémas où il y a des flèches partout, plus il y a de flèches, plus ça témoigne qu'on ne comprend pas les choses réellement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a énormément de modifications potentielles de la pharmacocinétique déjà du patient en réanimation, mais sous ECMO, ça rajoute une donnée complémentaire. Et on va essayer de se concentrer, et c'est un peu, si j'y arrive, voilà, ici, uniquement sur cette petite partie qui est, en fait, quel est l'impact direct des circuits d'ECMO sur la pharmacocinétique et est-ce qu'il est possible qu'il y ait de la séquestration de médicaments dans le circuit d'ECMO. Ici, c'est chez Carr, vous voyez, c'est sur son Twitter, il a le droit d'être comme ça parce qu'en fait, il a monté un projet depuis plus de 10 ans et il le poursuit et avec des publications régulières et ils ont mis en place une approche, donc lui en Australie, ils ont mis en place une approche pour dire, bah voilà comment il faut étudier la pharmacocinétique des médicaments sous ECMO. Il faut commencer par de la stabilité purement ex vivo sans circuit sur du tubing, voire même juste en solution sur du matériel inerte, puis commencer sur du sang humain en ex vivo, puis passer à la brebis, puis passer aux patients, et puis finir par de la pharmacocinétique de population. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait un papier dans la JRCCM l'année dernière, avec pas mal de limites, mais en tout cas, ça fait partie des équipes très motrices sur le sujet. On n'est pas à ce niveau-là, mais en tout cas, ce que la littérature montre, c'est que globalement, la séquestration dans les circuits d'ECMO, elle est dépendante d'une part de la liposolubilité, et plus un médicament est liposoluble, moins il est hydrosoluble. Donc ça se mesure avec ce qu'on appelle les coefficients de partition octanol eau, c'est-à-dire en gros on met de l'octanol et de l'eau et on voit où se répartit principalement le médicament, et plus ce log P, ce coefficient de partage est important, plus le médicament est liposoluble. Et vous voyez que par exemple fentanyl, midazolam ou propofol sont des médicaments qui vont être très séquestrés, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir au bout d'un certain temps, plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures sous ECMO, une recovery, c'est-à-dire qu'on va perdre du médicament quand on le mesure en circulation, qui va diminuer. Ça, c'est bien démontré sous ECMO dans des modèles ex vivo. De même, ces mêmes équipes ont montré que, en plus de la liposolubilité, il y avait un impact de la liaison aux protéines plasmatiques, et que plus un médicament était lié aux protéines plasmatiques, plus il avait tendance, effectivement, aussi à se séquestrer et à avoir des recoveries basses. On a des données sur les antibiotiques, on a des données sur des médicaments sédatifs, des morphiniques, et il n'y a pas de données ou très peu de données sur les immunosuppresseurs. Vous savez que l'ECMO est de recours assez fréquent dans les suites de greffe sur les dysfonctions primaires de greffons sévères, et puis qu'on a des médicaments à notre disposition, plus ou moins aux phases aiguës et précoces post-greffe, des anticalcineurines, des antimétabolites comme le CellCept, des inhibiteurs de mTOR, très peu de données sous ECMO. Alors nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est essayer de mettre au point un modèle. On l'avait déjà fait il y a quelques années à Rennes. Ces modèles, ils ont souvent des limites, c'est qu'ils, très rapidement, ils deviennent plus physiologiques. C'est-à-dire quand on fait tourner du sang sur du sang humain ou du sang d'animal dans un circuit d'ECMO en boucle fermée, qu'on ne fait pas attention à avoir un monitorage parfait, à faire attention à l'O2, au CO2, à la température, à ne pas avoir d'interface air-sang,
ça hémolyse et en quelques heures, on est très très loin de la physiologie, on se retrouve avec des acidoses sévères et c'est la limite de beaucoup de papiers de la littérature. Donc on a essayé, ça a été le premier travail de l'interne, de mettre au point cette technique-là. Et donc les caractéristiques principales, c'est de maintenir donc un débit de pompe, on était à 4,5 litres, et puis de maintenir une température constante à 37, de maintenir une normoxie, une normocapnie, et d'avoir, et ça c'est le travail qu'on a fait avec les perfusionnistes, d'arriver à avoir une capacitance veineuse, parce qu'on ne peut pas se retrouver sans capacitance, parce qu'on va faire des prélèvements dessus, et sans interface R100. Donc tout le travail a été de réussir à faire ça, c'est-à-dire d'avoir les 850 cc plus le priming, et le tout sans interface R100. Donc une fois après une période de stabilisation du circuit, une fois que les constantes étaient parfaitement stables, eh bien, on ajoutait les médicaments, en un seul cocktail, ce qui était notre T0, et puis on monitorait par des prélèvements itératifs à 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, 2 heures, 6 heures, ainsi de suite jusqu'à 24 heures. Donc c'était un bon travail pour l'interne, même s'il n'y avait que 4 circuits pour cette petite étude pilote. Finalement, il dormait à côté de son ECMO dans une salle de bloc qui était désaffectée, donc c'était un bel engagement. Et on a mis des concentrations dans un objectif de concentration finale thérapeutique chez le patient. Donc ce qu'on peut voir brièvement, c'est que on a une parfaite stabilité tout au long des 24 heures des constantes de pH, de PCO2, de PO2. Ça nécessite de faire un mix de gaz en ajoutant du CO2. Ça nécessite d'injecter du bicarbonate dans le circuit. Bien sûr, tout ça est pris en compte dans les calculs de concentration. Et voilà ce qu'on observe. Si on sépare les résultats en un premier groupe, qui est le groupe tacrolimus, et puis des inhibiteurs d'inhibiteurs sirolimus et virolimus, on voit qu'il y a une décroissance rapide avec dès 30 minutes des résiduels médianes des recovery qui sont bien diminués, 60%, autour de 60%, avec un comportement qui est assez similaire de ces différents médicaments, puis une phase de plateau qui reste jusqu'à la fin de cette expérimentation à 4 heures. La cyclosporine, elle, une décroissance biphasique, une première décroissance rapide, puis une décroissance lente, avec un recovery assez faible, et à 24 heures, une concentration qui n'est plus qu'autour de 40% de la concentration initiale. Et puis, petite difficulté pour le CellCept, c'est la transformation, on va en reparler un petit peu après, du CellCept, donc mycophénolate mofétyl, en acide mycophénolique. Et on va en discuter un petit peu après. Et là, on a une cinétique qui est tout à fait différente, puisqu'on a une décroissance initiale et puis une réascension de ce qu'on mesure. On va en discuter juste après. Voilà, quand on présente les résultats en termes de drug recovery, voilà les résultats qu'on observe. On voit bien qu'il y a des comportements qui sont tout à fait différents. Ce sont des médicaments qui sont tous très liés aux protéines plasmatiques, donc ça ne joue pas, et ce sont tous des médicaments très liposolubles. Et donc, en fait, vous voyez les coefficients de partition octanol haut, ils sont tous élevés. Et en fait, il n'y a pas réellement de différence. Ce sont des médicaments très liposolubles et on voit bien, ils ont une séquestration importante. Je vous disais qu'on allait reparler du CellCept. Ces données qu'on retrouve dans la littérature, en fait, les pharmacologues, on a mesuré bien sûr toutes ces concentrations-là en HPLC, et les pharmacologues, ils ne savaient même pas tout à fait exactement la sensibilité de l'HPLC au mycophénolate mofétyl et à l'acide mycophénolique. On a dû faire des tests et regarder, effectivement c'est sensible aux deux. Ce qu'on observe très probablement ici, c'est une part de séquestration, peut-être un relargage secondaire, et puis surtout une transformation du mycophénolate mofétyl en acide mycophénolique, et qui peut participer à cette réascension, mais ça nécessitera d'être retravaillé plus en détail. Donc en conclusion, cette petite étude pilote sur 4 circuits d'ECMO, c'est la faisabilité de ce modèle-là qu'on sait faire tourner, qu'on va pouvoir faire tourner avec plus de répétitions et puis avec plus d'évaluation, je dirais, mécanistique, en allant regarder du tubing séparé et éventuellement en allant après évaluer les membranes et les tubings.
ça donne des données, des premières données en se disant qu'il y a probablement de la séquestration due à la liposolubilité, à la fixation protéique importante. Et ça nous donne envie de passer aussi à l'étape suivante, qui est des approches de pharmacocinétique de population dans cette population de patients greffés sous immunosuppresseurs et sous ECMO. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Moi, je tiens juste à souligner l'inventivité, parce que pour arriver à créer le circuit comme vous l'avez fait, c'est quand même assez fort. Et surtout, enfermer un interne pendant 24 heures dans un bloc opératoire, là, je ne sais pas comment vous avez fait. Ouais, c'est ça, vous n'avez pas de thèse. Bah, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Attends. Oui, heureusement qu'on n'a pas de représentant de la médecine du travail ici. Pour ça. Sur le choix de la cyclosporine, est-ce que c'est vraiment très étonnant d'un médicament qu'on doit injecter en IVSE qu'une dose fasse qu'une monodose fasse? Oui, c'est ça. Il y a une partie. Après, c'est des médicaments, je ne l'ai pas présenté ces données-là, mais les pharmacologues ont fait des manœuvres de stabilité auparavant, et c'est en solution un médicament là qui est stable. Donc il n'y avait pas de dégradation dans des modèles statiques. Donc ce qu'on observe là, il est probablement dû majoritairement à de la séquestration. Okay. Voilà. Mais c'est effectivement des données qui en l'état, le travail n'est pas publiable pour cette raison-là aussi, c'est qu'il faut qu'on étoffe les choses, qu'on présente les résultats de stabilité en solution cristalloïde, de stabilité en sang, donc statique sur du tubing, sur des membranes, et tout ça, c'est des travaux qu'on va conduire sur une prochaine thèse. Voilà. Et j'avais vu dans ton tableau initial avec les pH, etc., tu as une augmentation du taux d'hémoglobine. Ouais. C'est EPO fer. Je ne l'ai pas dit, hein, c'est exprès, j'aurais dû retirer la colonne. Mais je sais pas. L'évaporation du. Franchement, on a essayé d'y réfléchir, j'en ai aucune idée. Alors après, toutes ces mesures-là, elles ont été faites, c'est un biais potentiel, c'est que toutes ces mesures-là, elles viennent de notre analyseur de gaz du sang délocalisé, qui est dans le bloc opératoire. Donc, je ne sais pas comment se comporte cet analyseur, s'il y a de l'hémolyse. On n'a pas l'impression qu'il y en ait énormément et pas d'alerte sur l'analyseur, mais voilà, on n'est pas dans des conditions d'analyse de NUM au laboratoire. Et bon, il y a peut-être une partie de ça, il y a peut-être des fausses détections parce que beaucoup d'hémolyse. Mais je n'ai pas d'explication claire à donner à ça. Ok, merci. Oui, il y a une autre question là-bas. Bonjour. Votre réservoir veineux, c'était quoi? C'était un réservoir de CEC? C'est une poche souple de... Je ne sais plus ce qu'ils avaient pris, c'est un équivalent de poche d'autotransfusion. C'est des poches, comme une poche d'autotransfusion en fait. Et c'est notre perfusionniste Alessandro Paracido qui a monté les choses et qui a fait en sorte... Alors c'est un peu de bidouillage avant de... Je vous ai pas montré, mais c'est la belle photo propre où il n'y a pas une mare de sang au sol. C'est la poche qui est en haut en fait, c'est les poches la poche qui est en haut. Effectivement, c'est cette poche-là qui est l'équivalent de poche de sel sévère d'autotransfusion. Et c'est hyper important parce que si vous n'avez pas de cette poche souple, vous ne pouvez pas faire des prélèvements de volume important et sinon ça modifie le comportement de l'ECMO. Donc il faut avoir cette capacitance-là. Mais sans interface R100, moi, les premières données qu'on avait fait il y a quelques années où on n'avait pas fait attention à ça, et en fait ça bullait en permanence dedans, c'était une catastrophe. En moins d'une heure, ça hémolysait de partout, on était très très loin du physiologique, et ça je pense que c'est quelque chose à vraiment regarder en analysant la littérature, ce que font très bien les équipes australiennes là, de chez CAR. Ils sont très vigilants à ça, mais il y a toute une partie de la littérature où il n'y a pas ce niveau-là et de stabilité, je dirais, presque physiologique. Et bon, voilà, c'est à prendre avec des pincettes du coup. Parce que là, en gros, vous mettiez quoi, 5 kilos pour... C'était 800... Je ne vais pas remontrer ici, je suis passé un peu vite, je suis désolé. C'était 850 millilitres de sang total de l'EFS humain. Alors, je ne l'ai pas dit, mais l'interne, il a aussi donné 850 ml de sang. Je me demandais comment vous aviez fait pour récupérer du sang, en fait. Alors, en fait, on a une convention avec l'EFS. Il y a des dons, et il y a des donneurs qui acceptent de donner. On l'a fait pour d'autres manips. On peut avoir du sang. Il y a un donneur qui est prévu, c'est programmé, et l'EFS convoque des donneurs à visée de recherche.
et on reçoit du sang total de moins de 24 heures qui est citraté. Et voilà, qui n'a pas les qualifications comme des culots. Voilà, on n'a pas de virologie, etc. Et on peut même, tant que c'est fait à l'EFS, là l'interne en question, il a été donneur, il a fait un don programmé, donc il est rentré dans cette convention-là. On ne l'a pas saigné au bloc opératoire. Hein. On n'est pas, voilà. C'est pas un internat d'anesthésie, c'est pas un internat de chirurgie. Et donc voilà. Mais donc c'était du sang total. C'est du sang total. Et pas du tout dilué, parce que il est dilué par le priming. Ouais, donc c'est ça. Il y a aussi le priming. Et c'est primé au cristalloïde, et puis après on ajoute ce sang-là. Donc il est un petit peu dilué pour. Ouais, légèrement, ouais. Et ce qui nous faisait des hématocrites de range clinique, quoi. Voilà. Une dernière question, Sacha, et après on enchaîne parce qu'on a des timings. Bravo pour le travail, parce que j'ai effectivement, moi, été en Australie, travailler avec l'équipe de Shikar, et c'était une galère pour conserver un pH, etc. constant. On a fait des heures et des heures en rajoutant un peu de picard, un peu ceci, un peu cela, pour essayer d'avoir un pH constant, donc bravo. Les prochains travaux que tu évoquais, c'était sur est-ce que vous allez avoir des débits d'ECMO différents, est-ce que vous allez avoir des drogues différentes, et parce que je pense également à toute la partie transplantation d'organes, où finalement on va avoir toutes ces machines de préservation et la possibilité de traiter ces cœurs ou ces poumons avec des drogues. Effectivement, c'est un travail qui est nécessaire pour pouvoir savoir ce qu'on va faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc, ce que je disais tout à l'heure, déjà il faut qu'on étoffe ça et qu'on rende les choses plus rigoureuses sur les évaluations statiques, etc. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas sûr que les débits changent beaucoup, mais par contre, peut-être changer les conditions, justement ces conditions physiologiques-là, moduler les températures, voir l'impact du pH, des choses qui pourraient être faites. Après, c'est consommateur en temps, en ressources, c'est pas évident, ça va être difficile d'avoir plusieurs groupes. Je pense que l'idée sur toutes ces analyses-là, c'est vraiment de donner un rationnel pour aller sur une étude clinique et après évaluer les choses. Et pour la deuxième partie, parler de perfusion d'organes care system ou des choses comme ça, effectivement, il y a tout un travail à faire, mais qui est initié aussi par d'autres équipes, y compris en France, de réfléchir à ça, y compris sur la modélisation avant, et de connaître l'impact de tous ces dispositifs-là. Ça vaut pour la filtration, ça vaut pour la dialyse, ça vaut pour tout un tas de systèmes. Dès qu'on a de l'interface sans biomatériaux, ça vaut le coup de réfléchir à ces questions-là. Et effectivement, à l'avenir, pour les perfusions d'organes, c'est des questions qui peuvent se poser aussi si on a besoin de traiter ou pré-traiter les organes, effectivement. Merci pour la question. Merci beaucoup, Alexandre.